Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, sécurité routière, le ministère de tutelle lance un programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports terrestres. Ce nouveau projet mettra en œuvre des stratégies visant à faire changer le comportement des usagers de la route. Un projet évalué à 2 milliards de francs CFA. La taxe sur le prélèvement de conformité fiscale fâche commerçants et industriels. Il qualifie ce prélèvement de 12% sur les importations de fallacieaux et menace de faire subir les conséquences aux consommateurs. L'État invité à des discussions pour trouver un terrain d'entente. Bus rapide transit, les travaux vont bientôt s'étendre au-delà du rond-point Liberté 6 et les occupants des artères de l'école Yassine Thiandoum sommés de quitter les lieux avant le mois d'octobre. Chez certains d'entre eux, c'est déjà l'angoisse de trouver une nouvelle place pour mener leurs activités commerciales. Reportage à suivre avec l'Islam Dasfé dans ce journal. Et puis 18 Safar célébrés ici mais aussi ailleurs, c'est le cas au Gabon où les talibés mourides préparent activement le Magal à travers les daras que compte le pays. À suivre le reportage de notre correspondant à Libreville. Bienvenue à tous. Face à la récurrence des accidents de la route, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres lance le programme d'appui à la gouvernance du transport terrestre, un nouveau programme de lutte contre l'insécurité routière basé sur le changement de comportement des usagers de la route. Ce projet sera financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Mamsei Noboubabou, compte rendu. Pagotrans, le nouveau programme d'appui à la gouvernance du secteur des transports. L'Union européenne a injecté 2 milliards de francs CFA dans ce projet qui s'attaque à la lancinante question de la protection des usagers de la route face à l'insécurité routière. Pagotrans est un programme important qui comporte 2 axes principaux. Un premier axe concernant une assistance technique pour la Banque centrale des données routières, mais aussi l'amélioration des services de transport, principalement sur le corridor Dakar-Bamako. Et pour ce faire, le projet cible en priorité les usagers, les conducteurs privés et professionnels face à l'insécurité routière. Des solutions d'urgence structurelles sont attendues de ce nouveau programme. L'autre composante de ce programme concerne la communication sur les problématiques multiformes liées à la sécurité routière. L'autre axe que le gouvernement aussi va mettre en œuvre, c'est la création de l'Agence nationale sur la sécurité routière, création qui va permettre, avec ces 2 autres composantes, davantage d'apporter une solution structurelle, une solution durable par rapport effectivement à ces phénomènes que nous sommes en train de vivre. Un partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal pour faciliter l'intégration de mobilité et d'échanges dans le pays. Nous lançons aujourd'hui, et c'est un grand moment, le projet Pagotrans. Je vais rappeler qu'il s'agit d'un programme régional financé par l'Union européenne sous l'égide de l'UEMOA et qui contribue à soutenir un partenariat entre l'Union européenne et la région pour davantage d'intégration, de mobilité, d'échanges à travers la région. Ce projet prendra en compte la surcharge à l'essieu, la baisse de la pollution de l'air due au transport terrestre et la prise en compte des aspects genre et emploi dans le secteur des transports terrestres. Et l'axe Kaolack-Fatick est devenu ces derniers temps une zone accidentogène. Le ministre Mansour Faye annonce le démarrage des travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack dans les semaines à venir. Le train à Dakar-Bamako ne sera pas en reste pour l'amélioration des infrastructures routières du Sénégal. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres que nous écoutons au micro de Mamsei Noboubabou. Vous savez, nous avons un tissu routier assez important et bien amélioré.
Nous avons rappelé plus de 220 km d'autoroute réalisés depuis 2012 jusqu'à maintenant et plus de 1000 km de route à l'échelle nationale. C'est pour dire que nous allons continuer cette dynamique d'amélioration effectivement des infrastructures routières. L'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack va démarrer dans quelques semaines puisque toutes les diligences ont été prises pour un démarrage effectif des travaux. Et de toute façon, ces dynamiques vont se poursuivre à travers d'autres infrastructures. Le train Dakar-Bamako, j'ai fait une communication il n'y a pas longtemps pour dire qu'avec la coopération canadienne, les travaux vont démarrer d'ici quelques temps. Mais dans un premier temps, les chemins de fer du Sénégal vont procéder au confortement des rails pour permettre le redémarrage des rails entre Dakar et Bamako. Cela va permettre un petit peu de soulager le corridor Dakar-Bamako. D'autres autoroutes aussi verront le jour. Il y a l'autoroute Dakar-Saint-Louis qui va contribuer effectivement à l'amélioration des infrastructures routières à l'échelle nationale. Au-delà des infrastructures routières qui sont de très bonne qualité, notamment, je l'ai évoqué tantôt, c'est Pagotrans qui va contribuer effectivement à la lutte contre l'insécurité routière, mais aussi l'amélioration de la gouvernance en mettant en place l'Agence nationale de la sécurité routière. Restons toujours dans le secteur des transports terrestres. Les travaux du bus rapide transit s'étendent au-delà du rond-point Liberté 6. Les commerçants installés le long des artères de l'école Hyacinthe Thiandoum sommet de quitter les lieux au plus tard le 9 octobre prochain. Et si certains commerçants ont été dédommagés, d'autres avouent n'avoir rien reçu et préfèrent à la place être relogés. Le reportage signé l'Islam. Les commerçants sont prêts à quitter les lieux après avoir reçu des sommations. Par contre, ils préfèrent un autre site à des dédommagements. Ils nous ont dit que le dernier délai, c'est le 9 octobre. Nous avons tous été dédommagés. Mais au lieu de nous dédommager, nous aurions préféré un recasement pour que nous puissions continuer nos activités. Personnellement, je préfère avoir une autre place, même si c'est en location, je suis preneur. Ils n'ont surtout pas trouvé de nouvel endroit pour continuer leur commerce. Nous n'avons pas encore trouvé de lieu, mais nous gardons espoir. Tout est entre les mains du bon Dieu. Mais pour le moment, nous n'avons aucun site pour nous recaser. Tout de même, nous continuons notre commerce, malgré tout. Certains commerçants trouvent ces dédommagements insuffisants. Ça fait 2 ans qu'ils nous ont déjà dédommagés. Par contre, la somme est trop petite. C'est l'équivalent de 2 mois de travail. Avec notre endroit de travail, je pense qu'on pourrait gagner plus. Voilà. À quelques semaines du deadline fixé au 9 octobre, certains commerçants déclarent n'avoir reçu aucun dédommagement. Et je vous le disais, tantôt, commerçants et industriels du Sénégal dénoncent la taxe sur le prélèvement de conformité fiscale. Ce prélèvement de 12% sur les importations est fallacieux selon l'association des commerçants et industriels. Le PCF, risque d'avoir des conséquences sur la vie des Sénégalais, avertit ces commerçants qui invitent l'État aux négociations. Le compte-rendu signé Aboubacar Dia. Cette mesure est censée impopulaire, injuste et hors norme. Des qualificatifs pour déterminer le prélèvement de conformité fiscale entré en vigueur le 1er août 2021. Cette mesure de la Direction générale des impôts et domaines n'a aucune base légale, une gymnastique fiscale, soutient Mohamed Sek. Si c'est un impôt, le procédé de prélèvement est anormal et lui vide toute sa substance. Et c'est plus qu'une arnaque car il n'existe nulle part dans le monde un tel mode d'imposition. Cet impôt va retarder considérablement les délais d'enlèvement des conteneurs, ce qui va engendrer des conséquences négatives sur le doing business au Sénégal. C'est un gymnastique fiscal opéré par le gouvernement avec la soi-disant suppression de certaines taxes pour en réalité en créer d'autres. Le prélèvement de conformité fiscale qui est de 12% va impacter le quotidien des Sénégalais, ajoute-t-il. Cet impôt va avoir des incidences insupportables sur le quotidien des Sénégalais du fait de son taux très élevé qui en réalité varie entre 12
72% à 16,32 selon la catégorie. Tous les éléments avancés pour justifier ce prélèvement sont fallacieux. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal appelle le gouvernement à des pourparlers. Nous lançons encore une fois un appel solennel aux autorités compétentes pour l'ouverture de négociations sur ces différentes questions afin de trouver une issue heureuse. Soucieuse du bon déroulement du Kamagal de Touba, la CIS compte passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait pour satisfaire ses doléances. D'ici là. Et puis ce mouvement d'humeur dans le secteur éducatif, les enseignants de la classe élémentaire en grève de la faim. Depuis vendredi au siège de Frappe, ils dénoncent le clientélisme constaté dans le recrutement des 5000 enseignants par l'État du Sénégal. Ami Diouf est allé à leur rencontre. Reportage. Un calme plat, des visages maussades, le résultat de plus de 48 heures de grève de la faim. Cette grève de la faim des enseignants des classes passerelles dure depuis vendredi. Ils jugent injuste leur non-recrutement parmi les enseignants. Nous sommes au nombre de 210. Seuls 29 ont été sélectionnés. Le reste, on nous a laissés en rade. C'est pourquoi nous, on ne peut pas concevoir que l'État du Sénégal nous a utilisés et après nous laisser comme ça. C'est ce qui nous a frustrés. La seule arme qu'on avait, c'est la grève de la faim. Nous sommes là. Vous voyez, il y a des femmes en état. Il y a aussi une femme qui a son enfant ici. Le ministre de l'Éducation, c'est lui-même qui a dit devant tous les Sénégalais que ces jeunes enseignants ont fait un travail remarquable dans ce pays. Donc, ces enseignants méritent d'être reversés dans le système. Et jusqu'à présent, il n'a pas respecté ce qu'il avait dit. Ils sont 210 enseignants à affirmer répondre à tous les critères requis dans ce recrutement. Parmi nous, certains ont leur licence, d'autres la maîtrisent. Nous nous sommes formés dans les IF et ce sont ces IF qui nous ont donné les OS pour que nous puissions aller exercer. Depuis 2016, nous exerçons, donc nous devions être les premiers à être recrutés. Selon la directrice des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, les grévistes ne sont pas des enseignants, une affirmation qui naturellement irrite ces derniers. Si ce est vrai, donc eux, ils sont responsables. Comment vous pouvez donner des ordres de service à des gens qui ne sont pas des enseignants? Donc cela veut dire qu'eux, ils ne font pas leur travail bien. S'ils faisaient le travail, ils devaient savoir ceux qui sont enseignants et ceux qui ne sont pas enseignants pour disposer des cours à des enfants de ce pays. Et encore, comment il peut dire que nous ne sommes pas des enseignants? Ces propos, c'est paradoxal à celle du ministre qui a dit à tous les Sénégalais que ces enseignants, ces jeunes enseignants ont fait un travail remarquable dans ce pays. Lui, il revient aujourd'hui pour dire que nous ne sommes pas des enseignants. Malgré la faim et la fatigue, ces enseignants se disent déterminés à continuer cette grève si l'État ne trouve pas de solution dans les plus brefs délais. Et le 21 septembre 2018, le Sénégal perdait l'un de ses dignes fils patriotes dans l'âme, Bruno Diatta, ministre, chef de protocole à la présidence. Il a collaboré avec tous les présidents du Sénégal des indépendances à nos jours. 3 ans après sa disparition, un livre pour lui rendre hommage est publié par l'EBAD en collaboration avec sa famille. Bruno Diatta, au service de la République, le compte-rendu de la cérémonie de la présentation de ce livre signé Abdourahmane Ly. À tout seigneur, tout honneur, dit est parti de l'archevêque de Dakar. Les éloges prononcés lors des obsèques du chef de protocole du président de la République ont inspiré Monseigneur Théodore Adrien Cardinal Sarr. L'archevêque a invité la famille à offrir ce serviteur de l'État en exemple aux jeunes générations. Il n'est pas nécessaire de recenser ici les valeurs humaines mises en exergue dans les éloges et témoignages et dont nous venons encore d'avoir une primeur en rappel
dans ce livre, ce film qui nous a été présenté. Bruno Diatta au service de la République, l'intitulé du livre concrétisé grâce au concours de l'EBAD. L'ouvrage est publié 3 ans après la disparition de l'homme qui a servi l'État durant 40 ans. Prendre en compte tous les témoignages qui ont été produits, si vous voulez, à l'époque, et en plus de cela, puisque tous les témoignages ne sont pas forcément, on va dire, éditables en l'état, il a fallu les retravailler et demander aux auteurs aussi de revenir sur certains textes pour faire tout un travail de toilettage. Un recueil de témoignages qui émeut la veuve de Diatta, Bruno, qui a collaboré avec tous les présidents de la République de l'indépendance un jour. La fierté qui m'anime, la fierté de voir que 3 ans après son décès, il suscite toujours autant d'émotions. La fierté d'avoir accompli ce travail, de l'avoir mené à bon port et d'avoir pu le présenter aujourd'hui au public. Sa fille n'en demeure pas moins émue. Guylaine Diatta se rappelle encore de ce triste événement, mais les témoignages des Sénégalais sur son père l'ont porté depuis les premières heures. On s'est rendu compte ce jour-là qu'il appartenait au peuple sénégalais. Ce n'était pas seulement notre père, c'était le père de du peuple en fait. Le ministre de la Culture et de la Communication a présidé la cérémonie d'hommage. Abdoulaye Diop a représenté le chef de l'État. Il a eu droit à son livre dédicacé par Thérèse Turpin Diatta, veuve de feu Bruno Diatta. Joindre l'action à la parole, c'est le prêche de l'archevêque de Dakar, une interpellation face aux récentes actualités en lien au scandale lié à la corruption et autres déclarations fracassantes notées au Sénégal ces derniers jours. Écoutons Théodore Adrien Sarr au micro d'Abdourahmane Ly. Non, je dis simplement que il y a trop au Sénégal, nous parlons trop et nous agissons moins. Alors j'aimerais vraiment que nous apprenions à nous taire, discrets comme Bruno, et à agir comme il faisait. Ne pas parler le moins possible, mais agir le mieux possible. Voilà ce qu'il faut dire. Direction Ziguinchor, la région dispose désormais des espaces Sénégal Service dans les 3 départements de cette localité, des espaces dont l'objectif est de former mais aussi d'accompagner les jeunes à la mise en place de leur propre entreprise selon le directeur de l'ADI, Cheikh Baroum, au micro d'Assanba. Cet espace Sénégal Service que nous venons d'inaugurer est un lieu pour permettre aux populations du département de Ziguinchor de disposer au mieux du service public, d'avoir accès à tout le service public avec beaucoup plus de facilité. Donc nous avons montré la plateforme que nous avons développée pour le service public, c'est senegalservice.sn. Et sur cette plateforme, nous avons répertorié près de 750 procédures administratives. Et aujourd'hui, les usagers peuvent venir dans cette plateforme pour vraiment s'informer sur ces procédures ou même faire leurs demandes en ligne directement. Ou sinon, venir dans cet espace Sénégal Service de Ziguinchor où ils retrouveront donc un conseiller clientèle qui va les accompagner jusqu'à l'obtention de leurs documents administratifs. C'est ça, en tout cas, la volonté du président de la République, Macky Sall, de faire de l'administration de proximité, mais également de territorialiser le numérique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le digital doit pouvoir améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc ces espaces sont connectés à la fibre optique que l'ADIE a déployée, et cette fibre vraiment permet à ce que nous puissions travailler sur des ressources informatiques quasi infinies et permettre également aux jeunes, aux startups de se faire accompagner et vraiment booster leur activité au niveau de Ziguinchor. Dans l'actualité ailleurs, le Grand Magal de Touba se prépare également du côté du Gabon, mais dans ce contexte de pandémie de Covid-19, pas de grand rassemblement pour les talibés mourides installés dans ce pays d'Afrique centrale. Les Dara répartis à travers le pays vont célébrer le 18 Safar en petits groupes selon notre correspondant installé à Libreville. Aziz Walenchandi, reportage.
L'édition 2021 du Grand Magal de Touba mobilise la communauté mouride à travers le monde et particulièrement celle du Gabon. À Libreville, depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 et les restrictions imposées par le gouvernement, il n'y a eu aucune célébration de grande ampleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous savez, au temps de Covid, nous avons pris des dispositions telles que de demande des autorisations pour respect des patrouilles et de la loi. Et aussi, on respecte aussi les mesures barrières et la plupart d'entre nous aussi sont vaccinés, ils ont leur carte. Le Gabon est un pays dans lequel les mourides ont de nombreux symboles. Comme vous le voyez, l'endroit précis où nous sommes, c'est le lieu de détention de Cheikh Ahmadou Bamba pendant ces 3 mois qu'il a passé ici à Libreville. Ce même lieu-là aussi habite le mosquée de Léomba et derrière nous, la grande mosquée qui est mosquée centrale, le Cheikh qui est ici pour aller faire ses prières quotidiennes. Derrière ce mosquée de Léomba aussi, il y a une mosquée Assemblée qui est en face du palais. Donc le feu président va enterré entre ces 2 mosquées. D'autres sites sont pour les talibés mourides d'une grande importance, à l'exemple de Mayumba, ville située au sud du Gabon, à 449 km de Libreville, la capitale, Lambaréné au centre, mais également la Pointe-Denis, sans oublier le Cap Lopez à Port-Gentil, capitale économique du Gabon. Et pendant ce temps, au Mali, le débat autour de la tenue des élections se poursuit et l'ancien Premier ministre Moussa Mara veut qu'elles se tiennent en février. Pour lui, il est bien possible de respecter les délais. Et en ce qui concerne les discussions entre l'État malien et le groupe Wagner, le président du parti Yelema parle de rumeurs tout simplement. Moussa Mara est joint par Antoine Diouf. Si on raisonne de manière technique, les élections sont tout à fait possibles. Et même quand on regarde le contexte sécuritaire, évidemment, on ne pourra pas voter sur l'ensemble du territoire et sans doute tous les électeurs ne pourraient pas voter, mais on pourra voter de telle sorte qu'au moins 80% des électeurs puissent le faire si ils souhaitent le faire. Ce qui est à peu près les mêmes conditions que l'année dernière quand nous avons organisé les législatives sur l'ensemble du territoire. Donc je pense que la question de l'organisation des élections, elle n'est pas technique. Elle est politique, elle est liée à la volonté des uns et des autres. Nous avons clairement une partie de nos autorités qui voudraient bien, je dirais, prolonger la transition et qui sont en train d'engager un certain nombre d'actions dans ce sens. Et puis à l'inverse, une autre partie de la classe politique et de la société civile qui voudrait que les délais soient respectés. Et moi, je fais partie de cette catégorie. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller vers des élections le plus rapidement possible et faire en sorte que la transition sorte par la grande porte. Des discussions entre l'État malien et Wagner. La France regarde tout ça d'un mauvais œil. Et vous voyez ça comment? Sur cette question, ce sont des rumeurs et les autorités nationales ont reconnu des contacts, mais ont aussi dit que rien n'a été conclu. Donc moi, je pense que c'est des rumeurs. Moi, ce que je souhaite simplement, et je l'ai dit en certaines occasions, c'est que quoi que fasse la transition de manière significative sur des domaines de la sécurité ou d'autres domaines, il est quand même souhaitable que nos autorités observent un certain nombre de préalables. Le premier préalable, c'est d'abord qu'il y ait un débat national. Et nous parlons diplomatie. Les États-Unis d'Amérique veulent ouvrir une nouvelle ère après la fin de la guerre en Afghanistan. C'est ce qu'a déclaré le président Joe Biden ce mardi à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Joe Biden a déclaré qu'il ne voulait pas d'une nouvelle guerre froide avec la Chine, défendant également son attachement à la diplomatie et au multilatéralisme. Joe Biden a aussi promis d'augmenter les efforts internationaux des États-Unis pour lutter à la fois contre la pandémie et contre le changement climatique. D'après lui, Washington va annoncer des engagements supplémentaires pour doper la vaccination dans les pays les moins avancés. Il l'a dit lors d'un sommet virtuel organisé par les États-Unis. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée en compagnie des programmes d'ITV.